Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le retour des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Ils ont tué Emmanuel Macron en marge du défilé du 14 juillet avant des débordements sous l'Arc de Triomphe. Les forces de l'ordre ont aussi dû faire face à des incidents après la victoire de l'Algérie en football. Au total, 282 personnes ont été interpellées. Les réactions au Sénat dans cette édition. La loi énergie-climat examinée en séance cette semaine, le texte porté par un François de Rugy fragilisé prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Un nouveau concept plus concret pour aborder la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De quoi s'agit-il? Cet objectif est-il réalisable à défaut d'être ambitieux? Je poserai la question à mes invités. Et c'est un documentaire inédit que Public Sénat vous propose ce soir à 19h. Les amoureux du Luxembourg, une immersion dans le célèbre jardin du Palais de Médicis. Une découverte de ce lieu mythique de la capitale à travers les témoignages de passionnés rencontrés par notre journaliste Jonathan Dupriez. Il viendra nous en parler sur ce plateau. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à cette actualité. On retrouvera Alexandre Poussard, salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Ce 14 juillet aura donc été marqué par le retour des échauffourées entre forces de l'ordre et gilets jaunes sur les Champs-Élysées, mais aussi avec les supporters algériens venus fêter la victoire de leur équipe de football. La droite, je cite, dénonce des incidents intolérables. Le Rassemblement national demande la démission de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Les autres réactions politiques avec Jérôme Rabier. La journée fut longue, très longue, et particulièrement animée sur l'avenue des Champs-Élysées en ce 14 juillet. Pour le traditionnel défilé militaire, les Gilets jaunes avaient décidé de venir montrer leur mécontentement, notamment au passage du chef de l'État. À la fin des cérémonies, des affrontements ont eu lieu sur et aux abords de la plus célèbre avenue parisienne, le ministère de l'Intérieur annonçant alors 175 interpellations. Marine Le Pen a dénoncé la présence de Black Bloc et selon elle, l'incompétence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, alors que la droite réclamait des sanctions. Que des gens viennent manifester, c'est tout à fait normal. On est effectivement, comme dit très bien M. Rodriguez, dans une démocratie. Mais la démocratie, c'est pas le bordel. La démocratie, c'est quand vous faites une manifestation, vous faites un certain nombre de choses, vous revendiquez. En aucun cas, ça vous donne le droit de devenir un émeutier et de casser. Après ce premier épisode, la tension est retombée, mais les forces de l'ordre sont restées en place dans l'attente du match de la Coupe d'Afrique des Nations Algérie-Nigeria. Après la victoire des Algériens, des milliers de personnes sont en effet sorties pour célébrer cette qualification en finale. Et des nouveaux débordements ont eu lieu, notamment sur les Champs-Élysées à Paris, mais aussi à Marseille ou à Lyon. Le calme est peu à peu revenu tard dans la nuit. Christophe Castaner, en bilan de cette journée, a tenu à remercier policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers mobilisés et a annoncé un total de 282 interpellations pour cette journée du 14 juillet, très animée. Et première réaction avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur socialiste du Val d'Oise, Rachid Temal. Rachid Temal, de nombreux débordements ont lieu hier pendant la journée du 14 juillet, pendant le défilé du 14 juillet, mais également pendant la célébration de la victoire de l'équipe de football d'Algérie. Est-ce que le gouvernement a été à la hauteur au niveau de la sécurité ? D'abord, moi je condamne toute forme de violence, que ce soit effectivement lors de manifestations, lors de célébrations, que ce soit le 14 juillet et après match de football. Après, le gouvernement a semblé pendant quelques minutes, je crois 1h30 autour du 14 juillet, dépassé. Il a pu rétablir et moi je souhaite saluer aussi le travail des forces de police et de sécurité qui tout au long de l'année apportent une sécurité et puis encore hier. Voilà ce que je peux dire. Après, il faut que maintenant M. Castaner nous dise ce qui s'est réellement passé et ce qui est là comme donné. Que pensez-vous des sifflets qui ont eu lieu hier autour du défilé militaire qui est censé honorer des soldats qui risquent leur vie pour la France? Qu'en pensez-vous? Alors c'est très complexe. Moi je ne souhaite pas, et si j'avais été sur les Champs-Élysées, je n'aurais pas souhaité siffler le président de la République
Et je pense que c'est jamais bon au moment où il y a l'union autour de nos forces de police, de nos forces de sécurité qui, comme vous le dites, que ce soit à l'extérieur mais également à l'intérieur du pays, nous protègent. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête. Après, les sifflements n'étaient pas dirigés contre les forces armées. C'était le rapport au président de la République, mais c'est une autre question. Est-ce que vous condamnez tout simplement les débordements qui ont eu lieu hier lors de la célébration de la victoire de l'équipe d'Algérie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin juste au début de l'interview, moi je condamne toute forme de violence. Mais que ce soit hier comme dans d'autres célébrations qu'il y a eu par le passé pour d'autres équipes. Et je regrette encore une fois ces violences, que je condamne ces violences. Et je dis aux vrais supporters de ne pas se laisser embarquer avec d'autres gens, il faut tout ça. Mais je condamne également l'attitude du Rassemblement national qui, depuis ce matin, depuis hier soir d'ailleurs, fait preuve d'un racisme, j'allais dire, ordinaire, qui finalement montre que le FN n'a pas changé, même s'il est devenu le Rassemblement national. Et justement, que leur répondez-vous? Ils estiment que ces débordements sont le signe d'un échec de l'intégration à la française. Mais de quelle intégration parle-t-il? De personnes qui étaient sur hier, ce sont des Français qui, il y a un an, tout juste, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 juillet, avaient le drapeau français pour célébrer la victoire de l'équipe de France. Voilà, ne soyons pas en train de rejeter les uns contre les autres. Moi, quand je vois effectivement, il y a quelques années, l'équipe du Portugal avait gagné, des gens dans la rue, c'était pas un souci. Ils sont français et ils ont, par leurs origines, un autre pays qui ce n'est que de football. Il faut rassembler et pas, encore une fois, fracturer comme le fait le Rassemblement national. D'accord, donc selon vous, il ne faut pas parler de communauté algérienne de France dont l'image aurait peut-être été ternie hier soir. Mais encore une fois, je le redis, il faut condamner tout acte de violence. Et moi, j'en reste plutôt aux scènes aussi de supporters qui ont soutenu. Comme moi, je peux supporter une équipe de football, c'est un soutien et pour autant, je ne vais pas casser. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Et justement, que répondez-vous à votre collègue Stéphane Ravier qui a un peu attaqué la sénatrice Samia Ghali sur les réseaux sociaux en se demandant si elle était sénatrice algérienne puisqu'elle supporte publiquement l'équipe d'Algérie sur les réseaux sociaux? Mais vous voyez, c'est exactement cela. Monsieur Ravier fait preuve encore une fois d'agression et de racisme ordinaire. Samia Ghali a le droit de soutenir n'importe quelle équipe. Moi, par exemple, quand je regardais le match de la finale de la Coupe du Monde féminine, j'ai soutenu l'équipe des États-Unis. Voilà. Est-ce que pour autant, ça en fait de moi un traître, un non-sénateur français? La réponse, c'est non. Et je dis aussi à monsieur Ravier, puisqu'il a fait une déclaration ce matin sur BFM, que quand il cite en exemple les Italiens, les Arméniens ou les Espagnols, je rappelle que les propos qu'il tient aujourd'hui contre ceux qui viennent d'Algérie, des descendants d'Algérie, c'est exactement les propos de l'extrême droite d'hier sur les Italiens ou autres. Qui à l'époque, rappelez-vous, on disait en France, les Italiens sont inintégrables. Il y avait des pancartes devant certains restaurants où c'était interdit aux chiens et aux Italiens. Vous voyez, comme quoi l'extrême droite d'hier ou d'aujourd'hui est toujours la même, pour autant, les Français deviennent de plus en plus français, c'est une bonne chose. Très bien, l'histoire se répète. Et d'ailleurs, on entendra Stéphane Ravier ici même dans quelques minutes. Merci Rachid Temal d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Alors, la sécurité a-t-elle été dépassée en ce 14 juillet? Pour en parler, Saveria Rojek nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Saveria. Il y a un contraste entre ces images qui font désordre. Eh bien, Delphine, il est vrai que l'organisation, surtout l'organisation du défilé hier du 14 juillet, organisation impeccable, il faut le dire, contrastée avec les images quelques heures plus tard, des images aux allures d'émeute, aux abords, encore une fois, des Champs-Élysées. Au total, on l'a dit, 282 personnes interpellées, parmi elles 2 figures du mouvement des Gilets jaunes placées en garde à vue, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez pour organisation d'une manifestation illicite. Et aujourd'hui, bien sûr, une question revient, lancinante. Christophe Castaner est-il l'homme de la situation? On peut se poser des questions. Alors que visiblement la venue de ces casseurs était prévue, attendue depuis plusieurs jours. Pour ne citer qu'elle, Marine Le Pen, qui déclare dans un tweet, je la cite, « Comment est-ce possible que des voyous arrivent à tout saccager le jour de notre fête nationale? Pourquoi cette incompétence chronique d'un ministre de l'Intérieur en dessous de tout et incapable de gérer. Alors bien sûr, j'allais dire, elle est dans son rôle quasiment caricatural d'opposant politique, mais néanmoins, aujourd'hui, la question se pose. Le ministre de l'Intérieur est de nouveau sous pression. A-t-il bien anticipé les événements? A-t-il bien géré les débordements? Déjà très ébranlé par les violents saccages de décembre dernier, le gouvernement avait à l'époque complètement modifié sa doctrine de maintien de l'ordre. Exit le lourd dispositif type fan zone qui avait conduit à cette mise sous verrou des Champs-Élysées en décembre dernier. Mise sous verrou et finalement saccage de l'avenue et de ses commerces. Pour contrer une nouvelle doctrine, on a fait des petites équipes de casseurs éparpillées dans les rues de Paris. Il fallait plus de réactivité, plus de souplesse. La préfecture de police s'est donc appuyée sur la BAC, les brigades anticriminalité, et sur la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Ces
ces méthodes, il faut le dire aussi, elles ont marché jusqu'à présent, jusqu'à la journée d'hier où manifestement, eh bien, les forces de l'ordre ont bien été débordées. Oui, justement, le Sénat a travaillé sur ces questions de doctrine du maintien de l'ordre. Saveria, quelle est la position du Sénat et quelles sont les pistes justement évoquées? Eh bien justement, la droite sénatoriale, elle vient tout juste d'organiser un colloque sur cette question de la lutte contre les violences. Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, des poids lourds de la droite sénatoriale, de grands connaisseurs de cette question, pensent effectivement qu'il faut réformer et la doctrine et les pratiques. Bruno Retailleau, d'ailleurs, à l'origine, bien sûr, de cette fameuse loi anti-casseurs qui avait été votée cette année, qui a d'ailleurs généré pas mal de remous au sein même de la majorité. Une des premières réflexions des sénateurs, c'est que la France, elle manque d'outils pour mieux appréhender les violences, pas d'analyse scientifique précise sur des phénomènes qui sont souvent diffus et divers. Ensuite, il y a bien sûr la question des moyens. Il faut se souvenir de cette phrase de Jean-Jacques Urvoas, qui était à l'époque garde des Sceaux et qui parlait d'une institution judiciaire en voie de clochardisation. Et bien, quant aux magistrats, ils déplorent une fièvre législative dans une institution qui, oui, c'est un fait, se paupérise. Rendez-vous compte, 14 000 infractions sont désormais inscrites au Code civil. 14 000, c'est un dédale kafkaïen pour des juges qui sont déjà écrasés, étranglés par la masse des dossiers à traiter. Bruno Retailleau, il a bon dans ce sens. La politique doit revenir à des choses claires. Il est même tenté d'aller vers l'abstinence textuelle. Ce sont ces mots, le patron des Républicains du Sénat, qui pense même que c'est sur ces questions de sécurité et de laïcité que se joue l'avenir de la France. Autant de pistes de réflexion, Delphine, bien sûr, pour l'exécutif, qui, on le voit, reste assez embarrassé, il faut le dire, par les images des dernières 24 heures. Merci beaucoup, Saveria, pour cette analyse. Et justement, on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Stéphane Ravier, la journée et la soirée d'hier du 14 juillet ont été marquées par des débordements, à la fois des gilets jaunes la journée et des supporters algériens le soir. Est-ce que le ministère de l'Intérieur est responsable ? Écoutez, hier, fête nationale, 14 juillet, ô combien symbolique. Alors, les gilets jaunes, je ne suis pas trop d'accord sur cette analyse. C'est encore une fois les mouvements, les groupuscules d'extrême gauche et anarchistes qui se sont infiltrés dans ce mouvement des Gilets jaunes et qui, une fois de plus, ont fait preuve de violence envers les policiers, mobiliers, etc. Il y avait Éric Drouet, Jean Rodriguez, Maxime Nicole. Ils étaient là, mais à ma connaissance, ils n'ont manifesté aucune hostilité, aucune violence. Je ne confonds pas les Gilets jaunes, les vrais, ces Français qui sont, je dirais, dans la difficulté sociale et qui tiennent à ce que le gouvernement s'y intéresse, et ces groupuscules qui sont venus, j'allais dire, quelque part aider le gouvernement en dénaturant le mouvement. Le ministre de l'Intérieur, tant pour ce qui s'est passé cet après-midi avec la violence d'extrême gauche que ce qui s'est passé dans la soirée avec les supporters, les 10 supporters algériens, a été une fois de plus en dessous de tout. Alors, vous avez réclamé ce matin l'interdiction du drapeau algérien pour une manifestation du type de hier soir. Oui. Interdire un drapeau étranger, c'est quand même un signe assez fort. Est-ce que c'est pas mettre de l'huile sur le feu ? Écoutez, moi, je me suis basé sur ce qui s'était produit à l'occasion du quart de finale. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu une vingtaine de policiers qui ont été blessés, dont 10 à Marseille, des magasins pillés, une mère de famille a été renversée, elle y a perdu la vie, son bébé a été gravement blessé. Donc il y a là manifestement des troubles à l'ordre public. Et ces drapeaux algériens qui sont brandis contribuent à ce qu'il y ait cette excitation et ces débordements, ces troubles à l'ordre public. C'est dans ce cadre-là que je souhaite que les drapeaux soient interdits, oui. Mais alors on est dans un état de droit, c'est pas la faute d'un drapeau, il faut juste juger les individus fautifs. Écoutez, s'ils étaient jugés, ce serait déjà pas mal. Effectivement, il y a eu plus de 280 interpellations, 240 mises en garde à vue. Bon, tout cela, comme d'habitude, accouchera d'une souris, ils seront relâchés. On considérera que, ma foi, d'avoir brûlé du mobilier urbain, d'avoir caillassé la police, ça fait partie des traditions festives d'aujourd'hui, alors que c'est extrêmement grave. Moi, je ne me fie pas à ce qui a été annoncé. Je me fie à les condamnations qui pourraient être prononcées. Or, elles sont quasi inexistantes, dérisoires, mais moi je souhaite prévenir. Voilà, je souhaite prévenir ces débordements. Ça passe par
désamorcer. Et pour désamorcer, je pense que les drapeaux sont une véritable provocation pour certains. Voilà, je pense à mes compatriotes pieds noirs et harkis qui ont dû vivre très mal cette soirée d'hier. Alors vous avez, on peut dire, un peu attaqué votre collègue sénatrice Samia Ghali sur les réseaux sociaux en posant même la question, est-ce une sénatrice algérienne? On n'a pas le droit d'avoir de l'amitié envers l'Algérie? Bien sûr, on a le droit d'avoir de l'amitié à condition qu'elle soit réciproque. Mais Madame Ghali, c'est elle qui a fait savoir il y a quelques semaines qu'elle était FLN, qu'elle était fière d'être FLN. Est-ce que lorsque l'on est sénatrice de la République française, Elle supporte l'équipe d'Algérie. On est en droit? Non, mais c'est différent. Il y a quelques mois, elle avait déclaré qu'elle était fière d'être FLN, de soutenir le FLN algérien. Quand on est sénatrice de la République française, est-ce que l'on a le droit de se prononcer, de se sentir une appartenance à un parti étranger? Donc je me pose la question, voilà, légitimement. Donc en tout cas, elle a le droit de supporter l'Algérie. Elle a le droit de supporter l'équipe d'Algérie, elle le fait avec ferveur quand même, hein, vraiment avec un enthousiasme qui lui est propre. Bon, moi je supporte l'équipe de France. Très bien. Merci Stéphane Ravier d'avoir Merci. répondu à mes questions. Voilà, et puis Alexandre Benalla, 1 an quasiment jour pour jour après la révélation de l'affaire Benalla. L'ancien chargé de mission de l'Élysée s'est exprimé longuement dans le Nouvel Économiste. Pour lui, la justice, je cite, dira la réalité des choses. Et si c'était à refaire, nous dit-il, je serais resté chez moi le 1er mai. C'est le dernier texte d'ampleur pour les sénateurs avant la trêve estivale. Le projet de loi énergie-climat arrive demain en séance. C'est donc le texte qui est porté par un ministre de la Transition écologique affaibli par les révélations de Mediapart et critiqué par le Sénat pour son manque de stratégie et de vision. Alors en commission, les sénateurs ont apporté de nombreuses modifications que nous détaille Aurélien Romano. Le projet de loi énergie-climat affiche des objectifs ambitieux à l'issue du vote à l'Assemblée avant d'arriver au Sénat. Dès 2022, fermeture des centrales à charbon. Dès 2035, diminution de la part du nucléaire à 50% et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces objectifs de long terme ne sont pas assez concrets pour la Commission des affaires économiques du Sénat qui a introduit des étapes intermédiaires, notamment sur la production d'hydroélectricité, sur l'éolien en mer ou encore sur le gaz. Sur le gaz, pareil, on a donné des objectifs et dans cette PPE, programmation, on n'est même pas dans la trajectoire de l'objectif de 10% de biogaz. Donc là encore, je crante dans du réalisme. Il faut donner des ambitions, des chiffres atteignables, mais surtout donner une lisibilité de l'action. Autre apport du Sénat, chaque dispositif devra inclure un bilan carbone, un outil indicatif qui devrait permettre de prendre mieux conscience du coût réel de chaque équipement énergétique. Ce n'est pas uniquement l'installation sur un territoire qui doit être prise en compte, c'est aussi sa fabrication, les conditions dans lesquelles cet outil permettant de produire de l'énergie renouvelable a été réalisé. Sur le nucléaire, en revanche, le Sénat n'est pas allé plus loin que le gouvernement. Les sénateurs écologistes le regrettent et attendent le débat en séance afin de proposer de nouveaux amendements. Ça sera une discussion en séance, de voir si on a des plafonds de production nucléaire plus précis pour forcer effectivement à cette réduction et pour que les 12-14 réacteurs annoncés comme devant fermer pour 2035 soient vraiment des fermetures obligatoires parce qu'on aura mis des plafonds de production nucléaire dans la loi. Les écologistes déplorent aussi un recul du Sénat sur la lutte contre les logements énergivores appelés passoires thermiques. En commission, la sanction prévue contre les propriétaires est remplacée par une phase dite incitative, une manière de repousser les travaux nécessaires. Neutralité carbone en 2050, diminution de la part du nucléaire, fin des passoires thermiques. Le projet de loi énergie-climat est-il suffisamment ambitieux face à l'urgence climatique? On en parle tout de suite dans notre premier débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Lavarde. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Également sur ce plateau, Ronan Dantec. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, sénateur écologiste de la Loire-Atlantique. Vous êtes rattaché ici au groupe RDSE. Mireille Chiroleux-Assouline est également avec nous. Bonsoir. Professeur des universités, vous êtes économiste de l'environnement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis Anne Bringot, bienvenue à vous. Vous êtes responsable de la transition énergétique Horizon Action Climat. Avant d'entrer dans le vif de ce projet de loi et des débats, petit tour de table et première question pour vous, Ronan Dantec. François de Rugy, il porte ce texte, on le voit aujourd'hui fragilisé. Il peut encore défendre son projet de loi demain en séance au Sénat?
Oui, moi je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Là, on est sur un projet de loi très précis, assez technique, qui n'a pas d'ambition, mais ce n'est pas la faute de François de Rugy. Ce projet de loi, il est dans les tuyaux depuis un moment. À partir du moment où le gouvernement, et c'est Nicolas Hulot qui l'avait acté, un peu forcé et contraint, avait décidé de repousser la date sur le passage à 50% de nucléaire, pour qu'on puisse construire une programmation pluriannuelle de l'énergie, il fallait changer la loi. Donc la fonction de ce projet de loi, c'est d'abord d'acter la baisse de l'ambition sur la réduction de la part du nucléaire. C'est ça ce projet de loi. Donc ça n'est pas lié à François de Rugy. Je crois qu'on aura un débat assez technique, notamment sur la question de la réhabilitation du logement, où là, le projet de loi était peu ambitieux, est encore moins ambitieux après le travail des sénateurs en commission. Après, mais sur la personne de François de Rugy, vous lui faites toujours confiance? Il peut rester encore en poste? Moi, je refuse de tout mélanger. Je ne suis pas certain de l'ambition du gouvernement sur la réhabilitation. On l'a vu dans le débat à l'Assemblée nationale. Je crois que ce gouvernement, comme les précédents, refuse de financer cette transition, parce que la rénovation du parc de logements privés, ça coûte cher. Ça, c'est une décision plutôt de Bercy, du Premier ministre. François de Rugy peut encore rester ministre de la Transition écologique. Mais alors, si on était, pour essayer de répondre à votre question, si on fait dans le paradoxe, moi, si j'étais le Premier ministre, pour le conforter, je lui donnerais plus de moyens et je renforcerais la loi dans le débat au Sénat. Il sera peut-être entendu. Christine Lavarde, il peut encore porter ce texte, François de Rugy, selon vous? Je pense qu'il ne faut pas confondre deux sujets. Là, on est sur un texte de loi, on est sur des objectifs. Alors après, on peut critiquer l'ambition de la loi. Effectivement, comme l'a très bien dit Ronan Dantec, c'est un texte complètement technique qui vient régler des problèmes très particuliers, le contentieux CSPE, les contentieux à la fraude sur les certificats d'économie d'énergie. Et après, il y a ce qu'a fait la personne François de Rugy à partir du moment où il occupait des fonctions. Aujourd'hui, des enquêtes ont été diligentées, d'une part par le Premier ministre et le secrétariat général du gouvernement, d'autre part par l'Assemblée nationale. Chacune rendra les conclusions de ses travaux et de ses enquêtes de manière indépendante. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas plus d'éléments que ce qu'on peut en lire dans la presse, donc je ne souhaite pas me prononcer. Ouais. Alors, on va rentrer effectivement dans le vif de ce projet de loi avec cette neutralité carbone. Anne Bringot, d'ailleurs, de quoi s'agit-il quand on parle de neutralité carbone? Puisqu'on a longtemps parlé finalement de réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. La neutralité carbone en 2050, c'est un nouvel objectif qui a été amené par les rapports du GIEC, ces scientifiques qui travaillent sur le climat. Et la neutralité carbone, c'est le fait de baisser tellement nos émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, qu'on va les compenser par des puits de carbone, c'est-à-dire la photosynthèse et les forêts qui progressent, la nature qui va absorber. Donc il faut réduire énormément les émissions de gaz à effet de serre pour qu'elles soient au même niveau que ce que la nature peut absorber. C'est un objectif plus concret de parler de neutralité carbone, selon vous, Mireille Chirulo-Assouline? C'est un objectif qui a peut-être une signification plus forte, plus directement compréhensible. Il s'agit effectivement, comme l'a dit Madame, de ne pas émettre plus que la nature sur le territoire français peut absorber. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est qu'il ne s'agit pas de compenser avec des crédits carbone qui seraient acquis à l'étranger. Donc c'est vraiment un comportement qui est supposé être plus vertueux et ça amène normalement, cela correspond à une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est plus forte que celle qui était jusqu'à présent donnée comme objectif. Concrètement, par exemple, si on pollue un peu trop, on peut planter des arbres pour compenser, c'est ça l'idée, Ronan Dantec ? Oui, mais on est en 2050, il va faire très très chaud. Moi, je suis toujours un peu réservé sur les objectifs à 2050. C'est dans 30 ans. Je ne voudrais pas que des objectifs très ambitieux à 30 ans nous empêchent de faire les efforts à très court terme. Puisque ce que disent aussi les scientifiques du GIEC, c'est que ça se joue maintenant. Donc moi, c'est les objectifs à 2030, à 2025 qui m'intéressent le plus. D'ailleurs, un certain nombre des amendements que je proposerai renforcent l'objectif sur le court terme. Moi, je trouve que poursuit beaucoup les négociations internationales sur le climat. Je me méfie effectivement un peu d'un basculement du débat sur des objectifs très très ambitieux mais lointains. Et alors que ce qui est dramatique, c'est que la France ces dernières années a vu ses émissions de gaz à effet de serre réaugmenter. Voilà. Et donc c'est les signaux. C'est parce que tous ces gaz émis aujourd'hui vont rester longtemps dans l'atmosphère. Donc tout ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est ça qui va nous permettre de stabiliser le climat. Donc c'est bien d'avoir cet objectif 2050, un peu comme une boussole, mais c'est surtout les objectifs 2025-2030, donc la durée de la programmation pluriannuelle de l'énergie, 5 ans plus 5 ans, qui sont les objectifs clés aujourd'hui du débat.
Moi, j'irais même plus loin. Fixer des objectifs, hein, c'est une bonne chose, mais si on ne va pas plus loin que de fixer des objectifs, on n'y arrivera pas. Ce qui se passe depuis déjà de nombreuses années, c'est que régulièrement, nous avons des lois qui fixent des objectifs très ambitieux. Ça s'est produit pour les déchets, ça s'est produit pour la contribution carbone. Et puis ensuite, on a d'autres lois qui reviennent sur ces objectifs. Alors, soit pour les renforcer, soit, ce qui est le cas sur la neutralité carbone, soit au contraire pour repousser l'échéance. C'est le cas cette fois-ci pour la part du nucléaire dans la production d'électricité. Et donc, tous ces objectifs, nous ne sommes plus dans une économie planifiée, enfin, si même nous y avons déjà jamais été. Mais, et par conséquent, ce n'est pas parce qu'on se fixe un objectif qu'on arrive à l'atteindre. Il faut aussi mettre en place des instruments de politique économique et de politique environnementale qui permettent d'atteindre ces objectifs. Oui, Anne Bringot. C'est vrai que cette loi, elle acte une contradiction énorme. À la fois, on a des objectifs plus ambitieux, mais à très long terme, et à la fois, on revient en arrière sur les moyens pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors que ces dernières années, depuis 2015, on a explosé nos budgets carbone, c'est-à-dire qu'on a dépassé largement les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient prévus par la France elle-même dans l'accord de Paris. Donc là, c'est un nouveau coup de canif quand même dans cet accord de Paris, où on dit on est plus ambitieux, on rajoute de l'urgence, mais dans les moyens, sur la rénovation des logements, eh bien finalement, on recule ce qui était prévu dans les lois 2015. On va y venir à cette question des passoires thermiques, puisque les débats ont été animés à l'Assemblée nationale et le seront sûrement aussi au Sénat. On sait que la droite sénatoriale, justement, a finalement regretté le manque de vision, de stratégie de la part du gouvernement, Christine Lavarde, sur ce texte. Oui, c'est parce qu'effectivement, comme on le dit depuis le début, on a une succession de sujets qui viennent les uns derrière les autres, qui sont là pour régler des problèmes du moment, mais qui ne construisent pas un schéma d'ensemble. Et je partage complètement ce que disait Madame. On ne peut pas concevoir l'énergie comme une bulle unique. Ça doit s'accompagner d'une véritable réflexion sur la politique des transports, sur la politique d'aménagement du territoire. Enfin, je me souviens avoir interrogé Brune Poirson sur un problème qui est très spécifique aux villes. On nous demande aujourd'hui, je vais donner l'exemple des Hauts-de-Seine, département très dense, plus de 9000 habitants au kilomètre carré. Les injonctions qu'on a, c'est densifier davantage, construisez dans les dents creuses, surélever. Et à côté de ça, d'autres courriers, d'autres injonctions de l'État nous demandent de construire des îlots de fraîcheur. Vous voyez bien que ces deux politiques ne sont pas conciliables l'une avec l'autre. Donc il va falloir qu'on arrive à construire un schéma d'ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de l'artificialisation des sols? Qu'est-ce qu'on fait de la rurbanisation? Donc tout ça, ça veut dire quel schéma de transport on pense? Comment est-ce qu'on conçoit aussi l'implantation de l'activité économique? Et tout ça apportera des réponses ou pas justement à notre mix énergétique. Si demain on a moins besoin de la voiture, mécaniquement la place du pétrole dans notre mix diminuera d'autant. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à... C'est compliqué, hein. Mais c'est ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment avoir une vision de long terme sur l'énergie. Oui, Ronan Dantec. J'ai bien entendu le rapporteur dire cette loi manque d'ambition. OK, mais après le passage au Sénat, elle n'en a pas plus. Si on reprend, sans être trop long, mais suppression par la Commission des affaires économiques de l'obligation de reporting des acteurs financiers sur le risque climatique, suppression des sanctions pour tous ceux qui devraient faire un bilan carbone, qui ne le font pas. La loi avait prévu des sanctions, le Sénat les a supprimées. On a repoussé une bonne partie des obligations déjà très modestes. Au Sénat, on préfère des dispositifs incitatifs. Oui, mais sauf qu'à un moment, on est dans cette contradiction claire qui est que la France ne baisse pas ses émissions de CO2, qu'on n'est pas prêt à faire l'effort, si ce n'est dans les grandes déclarations et dans l'horizon à 30 ans. Et là, moi, je suis vraiment désolé des prises de position de la Commission des affaires économiques du Sénat, même si sur un point, donc j'essaye toujours d'analyser de manière raisonnable ce qui s'est passé, il y a peut-être un point presque historique dans la prise de position de la Commission des affaires économiques qui a cranté dans la loi l'éolien offshore, avec le fameux objectif que le Premier ministre avait donné d'1 mégawatt installé par an, 1 gigawatt, pardon. Christine suit un mégawatt, on n'allait pas loin. Donc 1 gigawatt, 1000 fois plus, bien sûr. Donc ça, c'est un plus. Et le Sénat, historiquement, était plutôt le porte-voix du lobby nucléaire. À travers cet amendement, c'est aussi l'abandon du tout nucléaire par le Sénat. Ça, je crois qu'il faut le souligner. Petite avancée. En effet, on parlait des bilans carbone aujourd'hui. On voit la difficulté pour les entreprises. Finalement, est-ce qu'elles ont les moyens de comptabiliser, justement, de faire un bilan carbone? Peut-être une question pour vous.
elles ont les moyens si elles prennent le problème à bras-le-corps. Il y a des quantités de méthodologies qui ont été élaborées, qui sont disponibles, qui sont praticables et qui peuvent être mises en œuvre par des cabinets de conseil. Donc les entreprises peuvent le faire. Je sais que Même si certaines pratiquent ce qu'on appelle le greenwashing, ça existe encore, on repeint un peu tout en vert. Bien sûr que ça existe. Il y a même des gouvernements qui font du greenwashing. Oui. Donc bien sûr. Alors comment on fait justement pour avoir plus de transparence sur ce bilan carbone? Eh bien, les incitations, c'est une bonne chose, sauf que les sanctions, ce serait vraiment essentiel. Lorsque j'explique à mes étudiants qu'il y a une obligation de bilan carbone, ils me demandent aussitôt et quelles sont les sanctions pour les entreprises. Lorsque je leur dis qu'il n'y en a pas ou quasiment pas, ils s'esclaffent parce qu'ils savent très bien ce que ça signifie lorsqu'il n'y a pas de sanction, qu'il n'y a aucun véritable moyen d'obliger. Alors comment on fait, Anne Bringot, justement, pour en savoir plus sur ce bilan carbone? Il faut un État exemplaire, parce qu'on peut aussi demander aux entreprises de faire un effort, mais si l'État ne donne pas un cap clair, et c'est ça ce manque de stratégie, la neutralité carbone, c'est pas juste un mot en 2050, c'est des changements profonds de tous nos modes de production et de consommation tout de suite. On réduit de peu nos émissions de gaz à effet de serre depuis quelques années. Il va falloir multiplier en fait cette baisse par 3 ou 4. Ce sont des changements conséquents sur la mobilité, sur le bâtiment, sur l'industrie, sur l'agriculture, l'alimentation, à une vitesse qu'on n'a jamais connue. Et ça, l'État doit montrer ce cap et il doit mettre les moyens pour qu'on aille dans cette direction. Sinon, les entreprises ne suivront pas. Alors, si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe dans le bâtiment, avec la question justement de ce qu'on appelle les passoires thermiques, il y avait déjà dans le programme de la présidentielle du candidat Macron, cette question des logements trop énergivores. Il devait être interdit de location à compter de 2025. Finalement, ça ne se retrouve pas tellement dans le projet de loi. Est-ce que là aussi, on assiste à un recul, Christine Lavarde? En tout cas, là où j'étais contente, c'est que j'ai lu il y a peu de temps Monsieur Jadot qui parlait d'un plan Marshall de la rénovation thermique, et je me souviens avoir tenu ces mêmes propos sur ce plateau au moment d'une loi de finances, quand on parlait justement des amendements qu'on a pu porter ensemble avec Ronan Dantec. Et là, effectivement, c'est je le dis toujours et je le redis encore ce soir, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, le bâtiment est là où on peut agir facilement, et chacun peut voir ensuite les conséquences dans son bien-être quotidien quand on n'a plus besoin de mettre le chauffage à fond pour avoir une température d'ambiance agréable. Le problème, c'est le retour sur investissement de ce remplacement de fenêtres, de cette isolation des murs, de la charpente. Ça coûte cher, le ticket d'entrée est élevé et il faut moins consommer pendant de nombreuses années avant de pouvoir rentrer dans ces frais. Donc on comprend bien que les ménages les plus précaires, qui sont souvent ceux qui habitent dans les logements les moins bien isolés, n'aient pas l'argent tout de suite. Il ne faut pas d'obligation de travaux. Quand bien même il y a des aides, c'est pas suffisant en fait. Et surtout les dossiers à monter sont compliqués. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut certainement le faire différemment, de manière à pouvoir aller plus vite. L'enjeu, c'est aussi les locataires, parce que là, on pense aux propriétaires. C'est vrai que pour les propriétaires de passoires énergétiques, il y a peut-être des difficultés pour certains, même s'il y a des aides de l'ANA. Il faudrait simplifier, il faudrait massifier ces aides. On espère que dans le projet de loi de finances, il n'y aura pas de baisse des moyens pour la rénovation énergétique. Mais la question, c'est les locataires. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui habitent des passoires énergétiques et qui n'ont pas le choix, puisqu'ils ne peuvent pas faire les travaux eux-mêmes? Ils payent des factures exorbitantes pour à peine être chauffés, des problèmes de santé qui vont avec, ils se privent de chauffage même parce qu'ils ne peuvent pas payer, et c'est là où on ne peut engager vraiment des travaux que s'il y a une obligation. Même Entreprises pour l'environnement, qui n'est pas une association d'ONG, ça rassemble des grandes entreprises comme Total, EDF, Engie ou d'autres, ils disent on ne peut pas aller vers la neutralité carbone si on ne va pas vers une obligation de rénovation. Ça ne fonctionnera pas, les incitations, on a essayé, ça ne marche pas. Et pour l'allocation des passoires énergétiques, voilà, on préconise réellement cette obligation, ce qui sera gagnant-gagnant, puisque pour le propriétaire et le propriétaire pourra augmenter légèrement le loyer, et le locataire, lui, va baisser ses charges de manière supérieure à la hausse du loyer. Donc c'est quelque chose de positif, et les propriétaires bailleurs des passoires énergétiques, il n'y en a qu'une minorité, 13%, qui sont des ménages modestes. La majorité sont des ménages plutôt aisés. Donc pour les ménages modestes, évidemment, renforcer les aides, mais les autres ont les
moyens et leur bien va prendre de la valeur. Il existe déjà des aides, Ronan Dantec, justement. Oui, mais ça ne marche pas. Là, je suis d'accord avec Christine sur ce point, mais elle n'est absolument pas suivie par la majorité sénatoriale. Le Sénat, sur cette question-là, a retrouvé son rôle conservateur de protection des possédants, de ceux qui ont les biens, et surtout pas de contraintes pour ceux qui ont les biens. L'information des locataires et des acheteurs. On a supprimé toutes les contraintes qui étaient déjà très modestes. Non, je pense que sur ce point-là, il est vraiment temps qu'on se mette autour de la table. Et ce qu'on peut reprocher au gouvernement, à François de Rugy et à ses prédécesseurs, c'est de ne pas avoir réussi à construire le consensus sur une stratégie de réhabilitation des logements. Moi, je crois qu'effectivement, j'aurais cité le même rapport qu'Anne Bringot, ce rapport ZEN 2050 porté par les grandes entreprises, dit par exemple, c'est au moment de la vente des logements qu'il faut faire les travaux. C'était une proposition intéressante, mais évidemment, ça veut dire derrière un accès automatique au crédit, avec un crédit que la banque récupère au moment de la vente, alors que beaucoup de propriétaires, même qui veulent faire des travaux, sont déjà à des plafonds d'endettement et ne trouvent pas les financements. Donc il fallait vraiment remettre tout à plat. La question... Avec la question des certificats aussi. La question des certificats, il y a une question extrêmement importante qui est aussi la certification de la qualité des travaux. Il y a aujourd'hui beaucoup de propriétaires qui considèrent que ce qu'on leur propose en travaux de rénovation ne marche pas. Avec l'observatoire Climate Change, on a regardé ce qui se fait ailleurs. Par exemple, au Canada, ils ont beaucoup travaillé sur la certification des travaux réalisés. Ça, c'est un point important. Tout ce travail de mise à plat et de stratégie partagée n'a pas été fait par le gouvernement avant cette loi. Et du coup, on en reste à et moi, je te préserve et je te défends les propriétaires privés. Et moi, je râle parce que ça ne permettra pas d'atteindre les objectifs. Et Bercy qui dit, pendant ce temps-là, on met des crédits, on les récupère en fin d'année puisqu'ils n'ont pas été utilisés. Donc, on reste un petit peu dans ce débat très hypocrite. Et c'est encore une occasion ratée. Le problème, c'est que d'occasion ratée en occasion ratée, c'est le climat qui nous échappe et c'est nos sociétés qui vont s'effondrer. Mireille Chirolleux-Assouline, à écouter Ronan Dantec, on a le sentiment que la France est très en retard sur cette question de la rénovation thermique des bâtiments. Ah oui, elle est extraordinairement en retard. Il y a des normes assez exigeantes sur la construction neuve, mais en ce qui concerne la rénovation, ça fait au moins 10 ans que c'est un problème majeur, que les gouvernements, les ministères successifs disent qu'il faut s'en emparer, et finalement, mais monsieur a dit absolument tout ce qui doit être dit sur le sujet. Jusqu'à présent, on imagine tout à fait bien des mesures qui pourraient fonctionner et elles ne sont pas prises. Christine Labarthe, on a commencé ce débat, alors à la fois en parlant du cas particulier de François de Rugy, mais aussi sur la question de l'ambition de cet objectif de neutralité carbone, réalisable ou pas. On sait qu'il y a eu beaucoup de modifications. En commission, la droite sénatoriale pourrait voter ce texte ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même aussi attendre le débat, puisqu'on a bien vu que ce texte, même entre ce qui avait été voté en commission à l'Assemblée nationale, le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale, il y a déjà eu des soubresauts et puis des articles qui ont été supprimés alors qu'ils avaient été votés en commission. Donc je pense qu'on est à l'abri de rien. Et après, aujourd'hui, le texte tel qu'il a été construit par la commission et qui sera certainement voté par le Sénat, et me semble-t-il un texte qui du coup répondra aux attentes de la majorité sénatoriale, donc il sera certainement voté en l'état. Alors après, j'entends bien qu'il ne satisfera pas l'ensemble des sénateurs. Après, on partage le constat que de toute façon, on est parti d'une feuille qui était quand même un peu vide, donc c'est pas la loi énergie qu'on attendait. Ronan Dantec. Oui, donc c'était un peu vide, donc on l'a vidé un peu plus, comme ça on est sûr que c'est vide. Non, mais je crois que le Sénat est un peu une vitrine de la société française face aux défis climatiques. On procrastine, mais bien sûr, on procrastine de loi en loi, on ne répond pas, et peut-être qu'il faut redire quel est l'enjeu. Parce que certains vont même dire la France c'est 1% des émissions mondiales de CO2, c'est pas ça qui va sauver le climat. Pas du tout. Si la France ne tient pas ses objectifs, elle ne peut pas entraîner les autres, en Europe d'ailleurs, puis ailleurs dans le monde, sur des objectifs ambitieux à la hauteur des enjeux. Mais je crois que il devient de plus en plus difficile quand même de désespérer autant la société française sur l'incapacité du politique à construire les consensus, à construire les dynamiques économiques, parce que c'est beaucoup de création d'emplois derrière les flux financiers nécessaires, par exemple sur la réhabilitation. Donc je crois qu'on finit par désespérer la société française sur notre capacité
à nous, politiques, de répondre à un défi qui maintenant est partagé par la société. En séance rapidement, Anne Bringot. Juste, en France, on a une situation très spéciale parce qu'on a peu de centrales à charbon, donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt la mobilité et le bâtiment. Et on a une occasion, du coup, de prendre des mesures en France qui pourraient être reprises par d'autres pays et d'être finalement un vrai leader, pas seulement dans le discours. Eh bien, on espère que c'est ce qui se passera. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Et dans ce contexte, justement, de questions autour des réductions de gaz à effet de serre, la place du transport aérien inquiète, mais il est parfois indispensable au désenclavement du territoire. Une mission d'information du Sénat planche sur ce sujet. Elle s'est d'ailleurs rendue à Aurillac. Vous allez le voir, la ligne aérienne reliant Paris reste indispensable, voire vitale au tissu économique. Reportage de Alizé Boissin avec Adrien Develay. Pas facile de venir à Aurillac. La seule façon de s'y rendre rapidement depuis Paris, c'est en avion. Et c'est avec ce vol que la mission d'information sénatoriale a atterri dans le chef-lieu du Cantal. Leur objectif, évaluer l'importance des petites lignes aériennes pour les territoires enclavés. Pour la rapporteure de la mission, Aurillac en est l'exemple parfait. Sans ligne aérienne, nous fermons le territoire parce que 7 heures en train, 2 changements, à peu près 6 à 7 heures en route, pareil, avec 1h30 la première autoroute. Donc comment voulez-vous, les entreprises ne pourraient pas rester. Les entreprises du territoire nous disent que sans la ligne aérienne, elles s'en vont. Pour le moment, pas question de partir pour l'entreprise Pigagnol, leader du parapluie de luxe français, installé depuis 1884 à Aurillac. Avec des clients qui viennent du monde entier, la ligne aérienne est vitale pour la PME. Sans la ligne, ces personnes qui sont derrière moi, on ne pourra pas continuer. Une partie de notre travail, c'est l'industrie du luxe. L'industrie du luxe, c'est à Paris. Les défilés, la Fashion Week, c'est Paris. Si ces gens-là ne peuvent pas venir dans la journée à Aurillac, ils ne viendront pas. Ils ne viendront plus chez moi. Ils iront chez des concurrents italiens, par exemple. Les Italiens, ils ont du Ryanair ou du EasyJet et ils y vont dans la journée. Si moi, je n'ai pas cette liaison, je perds 30% de mes clients. Alors ils profitent de la visite des sénateurs pour les interpeller sur les problèmes de la ligne et notamment sur les prix exorbitants des billets. Je suis en train de négocier avec un gros client. Il me dit, ouais, mais les billets d'avion, c'est pour vous. Moi, pourquoi je les prendrais? Parce que votre concurrent à côté, il fera a priori la même chose. Bon, alors... Des billets chers payés, mais nécessaires. La fréquentation de la ligne Paris-Aurillac est en constante augmentation. Depuis cet été, un 3e aller-retour quotidien a d'ailleurs vu le jour. Pour ces aménagements, l'État et les collectivités ont dû mettre la main au portefeuille. Nous finançons une compagnie privée, mais effectivement pour nous c'est un service public et c'est de l'intérêt général et c'est dans le cadre de l'aménagement du territoire que nous demandons à être encore plus soutenus, bien que l'État fasse déjà des efforts pour pouvoir maintenir cette ligne qui coûte extrêmement cher pour des budgets de collectivités qui aujourd'hui sont extrêmement serrés. En 4 ans, la ligne a coûté 17 millions d'euros. Près de 7 millions sont financés par l'agglomération et le département. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, élection sous tension demain à Strasbourg. Le Parlement européen doit se prononcer sur la candidature d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Et ce vote est loin d'être une simple formalité pour la ministre allemande. Explication Marie Brémaud. Elle va devoir convaincre au minimum 374 députés. Le grand oral pour la candidate à la présidence de la Commission européenne aura bien lieu demain devant le Parlement. Ursula von der Leyen a besoin de la majorité absolue pour valider sa candidature. Mais les atermoiements autour des nominations aux postes clés de l'Union européenne ont laissé des traces. Maintenant, c'est une femme qui arrive dans un contexte qui n'est pas facile parce que ça a été très difficile pour le Conseil européen de trouver un candidat. Donc les chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État et de gouvernement de trouver un candidat. Ça a mis beaucoup de temps et ce paquet qu'il propose est arrivé très tard dans le processus. Nathalie Loiseau votera pour elle, mais au sein de son groupe, les libéraux centristes de Renew et du côté des socialistes, nombreux sont ceux qui exigent certaines conditions, comme la garantie d'être intransigeante pour les pays qui violent l'état de droit. Les Verts et la gauche de la gauche ont, eux, déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas en faveur d'Ursula von der Leyen. L'idée d'un président de la Commission soutenu par les 4 principaux partis pro-européens est donc déjà exclue. Mais la candidate allemande ne s'avoue pas vaincue et depuis quelques jours s'active en coulisses. Opération séduction. Je suis venue ici pour travailler avec le Parlement. Et je suis sûre que nous allons travailler main dans la main. En cas d'échec devant le Parlement, les chefs d'État de l'Union européenne devraient présenter un nouveau candidat, un scénario de crise inédit. Réponse demain.
Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussin, toujours depuis la salle des conférences du Sénat, avec le sénateur En Marche des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Oui, André Gattolin, l'élection d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen va être très compliquée. Est-ce que finalement c'était la bonne candidate ? Oui, je crois que c'était la bonne candidate si on voulait retrouver un vrai équilibre franco-allemand, puisque ces derniers mandats, il n'y avait ni hauts représentants dans ce qu'on appelle les top jobs de Français, ni d'Allemands. Et puis, on a décidé cette fois-ci de poser comme condition la parité, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie représentation féminine, donc avoir la première présidente de la Commission européenne qui soit une femme est une très bonne chose. Et c'était aussi une forme de compromis, d'arrangement pour que les deux grands pays qui restent malgré tout les leaders et les moteurs de l'Europe, la France et l'Allemagne, s'accordent. Et alors en cas d'échec de son élection demain, est-ce que l'Europe tombe dans une impasse institutionnelle ou alors est-ce qu'il y a un plan B ? Il y a toujours des plans B. Après, il faut les négocier. Vous savez, les gens souvent jugent les questions européennes compliquées. Bien oui, quand on fait un compromis à 27 pays, voire même actuellement 28, parce que je rappelle que les Britanniques sont toujours dans l'Union européenne et que les eurodéputés britanniques prendront part au vote demain, ce qui est un peu une anomalie, mais en tous les cas, ils pèseront dans la décision finale. Alors, Ursula von der Leyen a été proposée au terme d'une négociation difficile entre les chefs d'État européens après plusieurs nuits de négociations. Est-ce que finalement le système des candidats des partis politiques du Parlement européen, qu'on appelle les Spitzenkandidaten, est-ce que ce système n'était pas plus simple, plus démocratique et reflétait l'élection européenne ? Non, je ne pense pas, puisque c'est ce qui a été mis sur la table. Monsieur Weber, donc PPE allemand, était arrivé en tête et personne n'en voulait. C'est la vraie réalité. C'est-à-dire que ça serait valable si cette élection était véritablement démocratique. Mais ces têtes de liste, ces Spitzenkandidaten, sont déterminés par quelques dizaines ou centaines de responsables politiques. Ça a un sens si nous aboutissons à la constitution de listes transnationales, que ces gens-là soient présentés dans les 27 ou 28 pays, ça leur donnerait une crédibilité pour assurer les fonctions. En l'occurrence, c'était un compromis, M. Weber. Mme Merkel n'était pas une fan absolue de M. Weber, il lui était imposé par l'aile droite, la CSU de son pays. Et en tant que tel, il n'était pas considéré comme très compétent pour être président de la Commission. Très bien. Parlons des eurodéputés français La République En Marche qui sont emmenés par leur chef de file Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau qui ne fait pas du tout l'unanimité au sein des libéraux européens. Est-ce que cela va vraiment affaiblir les eurodéputés La République En Marche ? Est-ce qu'ils vont pouvoir peser dans la politique européenne ? On pèse déjà. Je dirais que les négociations qui ont été menées la semaine passée de main de maître par le président Macron ont bien montré que la France était au cœur du système. Je rappelle aussi que Nathalie Loiseau n'est pas la présidente de la délégation de La République En Marche, de la liste Renaissance, mais c'est Stéphane Séjourné, qui est un homme politique avisé, qui a beaucoup travaillé auprès du président de la République, qui mène les choses. Après, quant à Nathalie Loiseau, on ne doute pas de ses compétences européennes. Elle passe d'un monde où elle était dans la diplomatie à un monde politique. Parfois, elle manque peut-être de diplomatie en politique. Très bien. Merci beaucoup, André Gattolin, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à vous, Alexandre, pour cette nouvelle réaction. C'est demain que sera adopté définitivement le projet de loi santé. Après un ultime vote du Sénat, le 20 juin, un accord a été trouvé entre députés et sénateurs sur ce texte, notamment en matière de lutte contre les déserts médicaux. Le point avec Fabien Recker. La loi santé parviendra-t-elle à mettre un terme aux déserts médicaux ? C'est en tout cas l'ambition du texte, comme le soulignait Agnès Buzyn lors de l'examen au Sénat. Nous n'avons pas le choix. Il faut répondre à l'urgence dans des territoires qui se sentent abandonnés et anticiper le déclin démographique. Mesure phare, la suppression du numerus clausus en fac de médecine. Elle signe la fin, dès la rentrée 2020, de la redoutée PACES, ou première année commune aux études de santé. Ultra sélective, celle-ci conduisait 3/4 des inscrits à échouer au concours en fin de première année. Objectif donc, former à terme 20% de médecins en plus. Parmi les apports du Sénat, la mise à contribution des étudiants médecins. En fin de 3e cycle, autrement dit leur dernière année, ils effectueront un stage de 6 mois en dehors de l'hôpital, en priorité dans les zones désertifiées. Il s'agit de mettre les étudiants en situation de temps médical au bénéfice de l'ensemble des populations le plus rapidement possible. Stage ambulatoire en autonomie supervisée et en priorité sur les territoires sous-dotés.
Reste la question des finances. Pas de budget supplémentaire pour l'hôpital dans la réforme d'Agnès Buzyn, qui se contente de poser un cadre. Rendez-vous donc au prochain projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et Nathalie Coutinier, économiste de la santé à l'Université Paris 13, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Nathalie Coutinier, merci d'avoir accepté notre invitation. Transformer et réorganiser le système de santé, c'est l'intitulé du projet de loi défendu par Agnès Buzyn. Est-ce que ce double objectif vous semble atteint ? Alors, des transformations, effectivement, il y en a, peut-être pas en profondeur immédiatement visible, mais effectivement, il y a un certain nombre de transformations. Ça a été dit dans le reportage, des transformations concernant les études médicales qui vont un petit peu évoluer, et puis aussi sur l'organisation des soins sur le territoire, la création des assistants médicaux qui posent beaucoup de questions. Donc, effectivement, il y a des innovations. Est-ce que ça répond à toutes les questions? Sans doute pas, et notamment au grand chantier de l'hôpital qui est en difficulté. On va y venir. Le gros débat ici au Sénat, et notamment c'était un des principaux points, de ce texte, c'était la question des déserts médicaux. Alors on a vu qu'en commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont finalement convenu que les étudiants en 3e année de 3e cycle iront sur le terrain au moins 6 mois, supervisés par un médecin. On sait que les internes sont assez opposés à cette mesure. Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que c'est un... Disons qu'on ne peut pas non plus demander tout aux internes. Les internes assument déjà énormément de travail dans les hôpitaux, font des gardes de 24 heures, n'ont pas toujours les repos de garde parce que la situation est tendue et qu'il n'y a pas forcément assez d'internes ou de médecins présents. Donc effectivement, mettre des jeunes médecins dans les territoires, c'est une très bonne idée. Est-ce que ce sont les internes qu'on doit encore une fois... Ça va leur donner envie de rester par la suite? Sans doute pour certains, oui. Justement les sénateurs. Oui. Sans doute pour certains. Mais c'est vrai que les internes sont quand même déjà extrêmement sollicités dans l'hôpital public. Et je ne vois pas comment l'hôpital public tournerait sans cet énorme apport des internes. Donc peut-être qu'il faut envisager aussi des compléments pour résoudre ces questions de déserts médicaux et d'organisation des soins sur la totalité du territoire. Toucher à la liberté d'installation des médecins, c'est un vieux débat. On sait qu'il y a eu justement des discussions âpres ici au Sénat, à la fois entre la commission des affaires sociales, il y a beaucoup de médecins, et la commission de l'aménagement du territoire qui militait pour des mesures coercitives. Le gouvernement et la commission des affaires sociales du Sénat n'en ont pas voulu. Ça pourrait être la solution à ces déserts médicaux? Ça serait sûrement une solution, c'est évident. Alors après, est-ce que ce serait accepté par les étudiants en médecine? Sans doute avec difficulté. Est-ce que la carte ne doit pas être jouée dès le départ? Ça existe pour certaines professions. Les enseignants n'ont pas non plus le choix d'installation. Donc il faudrait que ça soit en amont extrêmement bien expliqué. Mais je crains pour les étudiants que ça soit sans doute une des solutions vers laquelle il faudra se tourner. Un autre changement majeur pour les étudiants, c'est la fin du numerus clausus. Alors là aussi, c'est un gros changement. On en parle depuis des années. C'est même un serpent de mer, comme on dit. Est-ce que ça va permettre d'avoir une meilleure présence médicale sur tout le territoire? Alors, le problème n'est pas forcément le nombre de médecins formés, même si, sans doute, il faut l'accroître. Le problème, c'est que les médecins se répartissent dans les zones géographiques concentrées. Il y a beaucoup de médecins en région parisienne, beaucoup de médecins dans le sud-est de la France, mais peu de médecins dans le 93 ou dans des territoires reculés. Donc, augmenter le nombre de médecins, ça ne serait intéressant que si on était sûr que cette augmentation aille vers les territoires qui en ont besoin. Or, ce n'est pas forcément le cas. Il ne faut pas non plus imaginer qu'on va former énormément plus de médecins, parce que c'est finalement la procédure de sélection qui va évoluer. C'est-à-dire que en 2020, on en verra les effets aussi beaucoup plus tard? D'abord, on en verra les effets beaucoup plus tard. Le numerus clausus s'était déjà relâché depuis quelques années, mais il faut évidemment le temps de formation de ces médecins, qui est bien sûr extrêmement long. Et il y aura une sélection, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nombre de médecins fixé par l'État, c'est université par université, localement, que seront décidés le nombre de médecins. Alors là, peut-être effectivement qu'il faudrait augmenter le nombre de médecins formés dans les universités des territoires, plutôt qu'en région parisienne ou dans le sud-est de la France, où on sait qu'il y a déjà beaucoup de médecins. C'est que l'accès aux soins, c'est un thème qui a émergé pendant la crise des Gilets jaunes et pendant les doléances à travers le grand débat. Est-ce que c'est suffisamment pris au sérieux par ce texte? Oui, je pense qu'il y a des efforts. Alors, après, les efforts posent des questions. Les hôpitaux de proximité, pour le moment, on ne sait pas très bien comment ça va être fait. 500 à 600 vont être labellisés, oui. C'est ce que prévoit le texte. Dans le public et dans le privé, avec des missions qui ne seront pas nécessairement les mêmes. Certains pourront avoir des blocs chirurgicaux, d'autres non. Certains des spécialistes, d'autres non. Certains seront plutôt sur des soins palliatifs. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore très clair. Mais
est-ce qu'on va créer des grands dispensaires locaux, finalement, un petit peu revenir à ce qu'on avait avant, regroupant, en fusionnant, voire en supprimant aussi certains hôpitaux de proximité? Exactement. Donc et puis le risque aussi, c'est que les pratiques se spécialisent et que ces hôpitaux soient plus capables de gérer toutes les urgences, tous les types d'urgences. Donc ça pose un certain nombre de questions. Il a été clair que ces hôpitaux ne feront pas d'obstétrique. Donc la question des maternités reste entière. Et concernant la chirurgie, visiblement, ça sera au cas par cas. Donc on ne sait pas très bien. Pour le moment, c'est quand même très vague, ce statut, puisqu'il y aurait 3 types d'hôpitaux de proximité, mais dont les contours ne sont pas très bien délimités, ni les conditions. Comment un hôpital X à tel endroit sera décerné au type d'hôpital de... Bon, pour le moment, c'est assez flou. Une concurrence entre les territoires, on imagine. Il pourrait y avoir, ou entre les hôpitaux, donc c'est assez... Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être c'est la coordination. Je pense que ce texte essaye d'acter, c'est la modification de la pratique médicale, notamment en zone rurale. Le médecin de famille n'existe plus. Et voilà, les médecins, la profession s'est largement féminisée. Les temps de travail, les femmes ne veulent plus travailler autant que l'un. Et là, effectivement, on pense au salariat des médecins, on pense à ces communautés professionnelles des territoires. Donc là, on est bien dans la prise en compte de l'évolution de la profession du médecin généraliste. Il me semble. Bien prise en compte dans ce texte. En tout cas, il y a une réflexion autour de ces questions-là, une réflexion autour de l'évolution du métier de médecin généraliste, le médecin de campagne. Voilà. Et l'homme, puisque c'était quand même un homme, hein, l'homme dévoué, faisant avec sa petite voiture des visites à domicile, tout ce temps-là semble relativement résolu et on s'oriente vers une autre pratique de la médecine générale dans les territoires. Il me semble que ce texte semble essayer d'intégrer. Alors est-ce qu'il le fait parfaitement? Le texte est encore très flou et il faut voir les mesures d'accompagnement. On a commencé cet entretien par cette question transformation, réorganisation du système de santé. Il n'y a pas vraiment de révolution à travers ce texte? Non, il n'y a pas de révolution. Il y a sans doute une adaptation aux évolutions. Il y a la question des assistants médicaux qui seront financés finalement par la Caisse d'assurance maladie. Donc à quelle hauteur, comment? Voilà, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, me semble-t-il, autour de ce texte. Bien, merci beaucoup Nathalie Coutinet d'être venue sur ce plateau. Merci pour ce décryptage. Et justement, avec cette réforme qui va être adoptée demain, eh bien, elle ne résout pas, on va le voir, la crise des urgences. Aucune réponse finalement au personnel hospitalier, toujours en grève. Samedi, la visite de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, aux urgences de La Rochelle a été particulièrement mouvementée. Elle a d'ailleurs dû être exfiltrée. Samia Dechir. Les soignants fatigués, les soignants fatigués. Fatigués mais déterminés, les grévistes de l'hôpital de La Rochelle attendaient Agnès Buzyn de pied ferme. Vendredi, ils l'ont suivie jusque dans les couloirs du service des urgences qu'elle venait visiter. Après 2 heures de visite sous les cris des grévistes, la ministre de la Santé a dû quitter l'hôpital par la porte de derrière. J'ai choisi expressément de venir à La Rochelle parce que c'est un service qui comporte beaucoup de professionnels en grève et des professionnels parfois effectivement qui donnent de la voix. Mais mon objectif, c'était justement de pouvoir leur parler. Jusqu'ici, le dialogue n'a pas suffi à calmer le mouvement qui continue de s'étendre dans toute la France. D'après le collectif Interurgence, 205 services sont désormais en grève sur les 524 que compte le secteur public. Leur grève a démarré le 18 mars à l'hôpital parisien de Saint-Antoine suite à plusieurs agressions du personnel des urgences. Ils dénoncent des conditions de travail et de soins dangereuses dans des services saturés. Après 3 mois de mobilisation, Agnès Buzyn a débloqué à la mi-juin 70 millions d'euros. 15 millions pour faciliter les recrutements cet été dans les services en tension. 55 millions pour financer une prime de risque de 100 € par mois pour les 33 000 personnels des urgences. Des miettes, répondent les grévistes. Ils réclament une augmentation de salaire de 300 € par mois, 10 000 recrutements pour faire face aux sous-effectifs et l'ouverture de lits d'hôpitaux pour désengorger les urgences. Chaque semaine, de nouveaux services se joignent à la grève. Alors comment sortir de la grève des urgences? Pourquoi les mesures annoncées par Agnès Buzyn sont-elles jugées insuffisantes? Pourquoi la loi santé qui sera adoptée demain ne change finalement rien à la contestation? On en parle tout de suite dans notre débat.
chaîne. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Darcos. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice LR de l'Essonne. J'accueille également Frédéric Bizard. Bonjour. Vous êtes président fondateur de l'Institut Santé et enseignant à l'ESCP Europe. Également avec nous Thierry Amoureau. Bienvenue à vous. Vous êtes le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Et puis Patrick Pelou. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Première question pour vous justement, puisqu'on voit qu'on n'arrive pas à sortir de cette grève. Comment expliquez-vous ce mouvement d'ampleur qui est finalement assez rare, assez inédit? Il est assez rare, assez inédit. Il y a quelques 200 services d'urgence qui sont dans la contestation aujourd'hui. Rodez, Nice qui vient de rentrer dans la grève. C'est parce que vous avez un mouvement social de fond, en fait. Il y a quelque chose de très gilet jaune là-dedans. En fait, dans ce combat social, qui est d'un coup part d'un collectif qui essaye de se sortir des sentiers battus par les confédérations syndicales, etc. C'est parti d'une agression à l'hôpital Saint-Antoine. Parti d'une vraie agression, exactement, avec des racines de la problématique des urgences qui sont vraiment très profondes. Vous venez de le dire, la violence, la charge de travail qui a considérablement augmenté, hein, on a doublé la fréquentation des urgences, on ne sait plus faire. Le problème des lits d'aval qui est mais vraiment un problème absolument majeur. Et le fait que, et ça je crois que par rapport à des principes qu'il y avait dans le système de santé, notamment sur la permanence de soins, sur le travail en commun, etc., tout ça, ça a un petit peu disparu. Et du coup, tous les dysfonctionnements, que ce soit médicaux, psychosociaux, vous les retrouvez au niveau des urgences. Donc il y a un ras-le-bol du personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors quelque part, ce mouvement, parce qu'on a proposé au personnel d'avoir le soutien et puis que les médecins participent à ce mouvement, ils n'ont pas voulu. Et ce qu'il faut comprendre, parce qu'en fait, ils voulaient vraiment que ça soit authentique de la part de revendications des personnels qui étaient vraiment très spécifiques. Ils avaient peur, en fait, que si les médecins rentraient dans le mouvement, leurs revendications soient noyées. Thierry Amoureau, on a vu samedi à La Rochelle ces images, Agnès Buzyn exfiltrée finalement. Ce n'est plus votre interlocutrice aujourd'hui? Disons que c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire qu'il y a toute une communication, là, par rapport aux chiffres que vous donniez avant que l'on parle sur les 70 millions, avec d'une part une enveloppe de 15 millions pour des créations de postes. Ça correspond à 350 postes pour 700 services d'urgence. Un demi-poste par service d'urgence. C'est ce qui est ridicule. Ensuite, par rapport aux primes, par rapport à ce qui est annoncé, en fait, il n'y a qu'une augmentation de 20 € brut sur une prime qui va passer à 100 € net, point barre. Donc, c'est loin des attentes des professionnels. Et s'il y a ce mouvement, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en 20 ans, on a fermé la moitié des maternités, on a fermé 95 services d'urgence. Or, les besoins de santé de la population ont augmenté. Il y a 8 millions d'habitants de plus qu'il y a 20 ans. Il y a un développement des maladies chroniques, il y a un vieillissement. Donc les besoins augmentent et on réduit l'offre. Donc nous, ce qui se passe, c'est une augmentation de l'agressivité aux urgences. Pourquoi ? Parce que là où il y avait 3 petits services, où il y avait 3 heures d'attente, maintenant il y a un gros service où il y a, pour ceux qui ne relèvent pas d'une urgence vitale, 8, 10, 12 heures d'attente. Donc forcément, un certain nombre de personnes sont raisonnables, mais certains pètent un câble parce qu'ils ont mal, ils voient d'autres gens qui sont plus urgents mais qui passent devant eux, donc ça augmente l'agressivité. Et aujourd'hui, il y a plus de 10 000 agressions par an d'infirmières, soit 30 par jour, quoi. Donc voilà, il y a un moment où il y a un ras-le-bol, c'est-à-dire que on a des décideurs qui gèrent des tableaux économiques où chaque année, on retire de l'argent à l'hôpital. Il y a 8 milliards 4 qui ont été retirés. Gestion humaine, c'est ce que vous nous dites, Thierry. Mais oui, on n'a plus le temps de faire ce pourquoi on en a été formé. On se retrouve technicienne spécialisée dans une usine à soins, alors que nous, on veut être infirmière à l'hôpital. Et ça, c'est plus possible. Il y a une perte de sens du travail.
Frédéric Bizard, le diagnostic d'Agnès Buzyn n'est pas le bon sur la situation des urgences. Bon, d'abord, je crois qu'Agnès Buzyn, elle n'est pas plus responsable que les autres ministres avant elle de la situation, qui est une situation comme... C'est elle qui est en poste actuellement. Oui, mais c'est sûr qu'il vaut mieux comprendre la crise pour avoir une chance de la solutionner. Vous avez... un hôpital public qui souffre depuis des années. Quand je dis qu'il souffre, c'est que vous avez un personnel médical qui est plutôt en souffrance. Mais au-delà de ça, il y a une perte d'attractivité de l'hôpital public. Comme on voit, il y a une perte d'attractivité de l'exercice libéral et comme il y a une perte d'attractivité des EHPAD. Donc la crise, elle est systémique. En fait, la crise des urgences, selon moi, c'est un marqueur avancé de l'état réel du système. Et quel gâchis! Quel gâchis! Parce que je rappelle qu'on a une médecine d'urgence qui est de réputation mondiale. Comme on a une ressource humaine en santé qui est de réputation mondiale. On ne manque pas de ressources technologiques, on n'a jamais eu autant d'innovation. Et si je regarde l'ensemble des dépenses, la France fait partie des pays qui dépensent. On augmente de 3 milliards le budget de l'assurance maladie. Mais manifestement, il y a un problème d'allocation des ressources, non mais des dépenses globales. On a toujours ce résultat-là, c'est 11 points de PIB. Bien sûr qu'on peut dépenser plus, mais il y a une très mauvaise allocation des ressources. Moi, je pense que le problème principal, il faut régler le problème de court terme. Il faut que Mme Buzyn entende les revendications court terme et long terme. Non, mais de court terme d'abord, pour sortir de cette impasse-là. Mais une fois qu'on aura donné les moyens et rassuré peut-être le personnel soignant, on n'aura pas réglé grand-chose sur le moyen terme. Donc vous reconnaissez que les mesures d'urgence annoncées justement pour les urgences sont insuffisantes? Non, mais c'est une erreur d'ailleurs, à mon avis, d'avoir comme ça lancé trop tôt un chiffre. Le déblocage des 70 millions d'euros, juste un point, c'est qu'il n'y a pas de hasard à ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'on a à peu près abîmé l'hôpital public, notamment avec la loi HPST qui a dit une seule tête qui dépasse, c'est l'administratif. Et ensuite, on a abîmé l'exercice libéral avec la loi Touraine. Donc on se retrouve avec un système profondément désorganisé. Alors, on sait qu'il y a, je le disais, le projet de loi santé qui sera adopté définitivement après l'ultime vote du Sénat demain. Je vous propose d'écouter justement un échange. C'était lors des questions d'actualité au gouvernement le 11 juin dernier. Je vous ferai réagir juste après, Laure Darcos. La souffrance des personnels dans les urgences est une réalité. Les difficultés de travail sont anciennes, elles se sont aggravées. Le constat est clair. Il y a 2 fois plus de passages aux urgences. On est passé de 10 millions de passages dans les années, fin des années 90 à 20 millions de passages aux urgences par an. Et les services n'ont pas été dimensionnés pour cela. Les conditions de travail se sont aggravées et j'ai souhaité, dès cette année, encourager les professionnels, leur donner un signal en redonnant du souffle à l'hôpital, notamment en dégelant en une fois les crédits gelés en 2018, soit 415 millions d'euros fin décembre 2018. J'ai rajouté 300 millions d'euros non utilisés en 2018 que j'ai réalloués aux hôpitaux en mars 2019 et j'ai augmenté pour la première fois depuis 10 ans les tarifs hospitaliers, non pas ce que les gens payent, mais ce que la sécurité sociale rembourse aux hôpitaux pour leur activité. C'est pour leur montrer que je suis à leur côté en attendant la réorganisation du système de santé. On entend la ministre Agnès Buzyn. Elle s'est défendue, justement. Son projet de loi n'est pas une réformette. C'est ce qu'elle lui reprochait, justement, le sénateur socialiste Jean-Louis Touraine. Parce que finalement, dans cette loi santé, il n'y a pas grand-chose pour répondre à cette question des urgences. Non, vous avez raison. Et moi, je vais répondre, je vais laisser nos amis experts de l'hôpital répondre sur le fond. Mais moi, en tant qu'élu local, je me rends compte que les urgences sont le réceptacle de problèmes sociaux beaucoup plus graves. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que des doigts coupés ou des gens qui ont besoin d'être soignés dans l'urgence de quelque chose d'extrêmement grave. Vous êtes le réceptacle de beaucoup de problèmes. Et nous, on le voit en tant qu'élus locaux, c'est une conséquence des déserts médicaux. Ah oui. En fait, bien évidemment, les gens qui avaient l'habitude d'aller voir leur médecin de famille ou un médecin à côté de chez eux, maintenant ont ce réflexe d'aller aux urgences. Ou alors d'appeler les pompiers. Moi, je vois, on a eu une crise en Essonne extrêmement grave des pompiers.
qui, pour 80%, je vous donne l'exemple de l'Essonne, mais 80% répondent à des appels d'urgence qui devraient être pris en charge par le SAMU. Ils nous disent, et bien évidemment ce n'est pas la faute des urgentistes, quand ils arrivent aux urgences, ils ne sont pas prioritaires, donc ils attendent en fait auprès du brancard, et donc pendant ce temps-là, ils n'ont pas le temps de répondre à d'autres demandes, et en même temps, ils ne peuvent pas prendre le risque de ne pas répondre. Moi, j'étais visiter un centre à Longjumeau il y a 3 semaines. Ils ont fait monter dans un quartier difficile un camion pour un mal de tête. Mais le mal de tête aurait pu être un début d'AVC. Une hémorragie ménagère. Ou une hémorragie. Donc, on ne peut pas prendre le risque. Donc, vous voyez, en fait, moi, je vais vous laisser répondre sur le fond. Mais en plus, ça a des conséquences, du coup, extrêmement graves dans le fonctionnement même de la médecine, en fait, sur les territoires. Et donc, nous, on essaye, dans la loi santé, au moins de répondre à ça. Tout le monde n'a pas toujours été d'accord, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup soutenu l'amendement de mon amie Corinne Imbert en disant que les élèves de 3e année, 3e cycle puissent sortir de l'hôpital pour aller et ça a été retenu dans les d'ailleurs en provinces, commission exactement, pour pouvoir peut-être susciter des vocations, parce que on a, à mon avis, on est au début du problème. Donc en effet, je pense que la réforme a besoin d'être beaucoup plus profonde et structurelle, parce que dans les années qui viennent, avant qu'on ait de nouveau plus de médecins, ça va être terrible. Avec la suppression des numéros, ça va aggraver les choses, la loi santé, parce que c'est, je crois, hélas, pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si ça ne bouge pas d'un point de vue politique, parce que si vous voulez, il y a un certain nombre comme vous dites, d'experts qui ont conseillé les ministres au cours des dernières années, etc., et qui les ont complètement induits en erreur. C'est pour ça que pour moi, c'est le politique qui doit dire l'orientation. Et cette orientation, alors on va le voir là, parce que moi je pense que Agnès Buzyn est sincère dans ce qu'elle dit. Je crois vraiment qu'elle est sincère. Le problème, c'est le dimensionnement économique de tout ça. Et quand d'un coup, on entend que l'ONDAM serait de 2,31, 2,32 cette année, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, qui fixe en fait l'économie de la santé. Quand on sait, ça c'était les chiffres de la Fédération hospitalière de France, que pour juste avoir la ligne de flottaison, c'est-à-dire payer ce que doit payer l'hôpital, ses fournisseurs, le personnel, etc., il faut 3-4. Donc, nécessairement, en fait, on nous donne un budget qui nous entraîne dans le déficit. Donc, du coup, tout se casse la figure. Deuxième point concernant la médecine en général. Je crois que vraiment, et je sais qu'à chaque fois je dis ça, je me prends les foudres de guerre de mes chers confrères, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut revoir le code de déontologie. Il faut revoir le code de déontologie, notamment pour qu'il n'y ait pas... La fracture qui est actuellement... Ça, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est passionnant parce que sociologiquement, le monde médical hospitalier, comme privé, était discerné en 3 blocs, en gros, avant. Vous aviez les médecins, vous aviez les chirurgiens et vous aviez les psychiatres. C'est plus du tout ça en 2019. En 2019, il y a les médecins qui font des gardes la nuit et le week-end et ceux qui n'en font pas. Or, vous ne pouvez pas continuer en faisant qu'il y ait juste une toute petite partie du métier qui se tape 65% du temps avec toute la charge. Les médecins doivent être disponibles 24 heures sur 24, c'est ce que vous nous dites ? Non, tout le monde doit participer avec la même charge de travail. Il ne faut pas qu'il y en ait. Alors, valorisons, etc. On peut mettre tout sur la table, etc. Mais je crois que déjà, les principes, avec une remise à plat et une modernisation du code de déontologie, on ne fera pas. Concernant les déserts médicaux, juste en un mot, c'était prévisible. Et là, on a des échéances qui sont considérables. Est-ce qu'on peut encore, à l'heure actuelle, dire, voilà, le truc, c'est le médecin traitant ? La réponse, elle est non. Vous avez plein de nos concitoyens qui cherchent des médecins traitants qui ne les trouvent pas. Donc probablement passons le pas pour avoir et faire vivre le dossier médical partagé. C'est ça le truc. Oui, il faut bien comprendre que la réalité, c'est que chaque année, on nous retire des moyens. L'an dernier, 960 millions d'euros en moins pour l'hôpital. Cette année, 663 millions d'euros en moins pour l'hôpital. Ça veut dire des fermetures de lits, des suppressions de postes. C'est ça la réalité. On a fermé en 20 ans 100 000 lits sur 400 000. Voilà, donc forcément, du coup, après...
quand les gens sont aux urgences, il n'y a pas de lit d'aval. Donc ils restent sur des brancards. 180 000 personnes ont passé la nuit sur des brancards, faute de lit. Parce qu'il y a ces suppressions de postes et ces suppressions de lits. C'est ça notre réalité. Et le plan santé 2022, avec les 600 hôpitaux de proximité. Dont la loi et la traduction. Oui, les gens ont l'impression qu'il va y avoir 600 hôpitaux de proximité qui vont se créer. Non, c'est 600 hôpitaux locaux dont on va fermer les urgences, les maternités et les blocs opératoires. Ce qui va encore aggraver les choses et augmenter encore sur la pression sur les services d'urgence qui restent et qui maintenant posent des vrais soucis. Parce que derrière ça, il y a des gens qui meurent. Concrètement, parce que lorsque, au lieu d'avoir un service d'urgence très près de chez vous, vous avez des distances, en particulier en montagne, etc., eh bien, voilà, il y a des gens qui meurent sur la route. Il y a des femmes qui accouchent au bord de la route. On est la 5e puissance mondiale. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que là, il y a un vrai mouvement des professionnels de santé, parce qu'on voit bien qu'on n'en peut plus, que demain, ça va être pire avec la loi de santé. Et là, l'été arrive, entre déjà... Pourtant faite pour remédier à certaines difficultés que vous évoquez. On est à flux tendu au quotidien, et là, entre le 14 juillet et le 15 août, il y a les gens qui partent en vacances, les soignants qui partent en vacances. Donc ça va être encore pire pour ceux qui restent. Un problème de remplacement du personnel en vacances. Non, je ne pense pas que la loi santé réglera quoi que ce soit, parce qu'elle est dans la stricte continuité des deux lois précédentes. Et elle prend parti, en fait, pour le fait que l'administration doit piloter avec la bride la plus serrée possible les professionnels de santé. On a fait des groupements hospitaliers de territoire qu'on renforce aujourd'hui. On met des CME, on met des commissions médicales d'établissement dans les groupements hospitaliers de territoire. C'est-à-dire qu'on sort la décision médicale des institutions hospitalières. Je ne sais pas trop, quand on est à l'hôpital, ce que l'on peut décider aujourd'hui. On ne décide ni des ressources humaines, ni du projet médical. Bon, tout ça, à mon avis, est une erreur profonde qui vient de penser qu'on aura davantage la main et la maîtrise des dépenses. Mais en fait, on n'a qu'une maîtrise comptable des dépenses. Quelles sont les ressources importantes à l'hôpital ? Il y en a deux. Et les ressources humaines, j'entends souvent, mais les ressources humaines, c'est plus de 60% des dépenses. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut les valoriser. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez plus de 50% de votre état comptable qui est dévalorisé ou qui se sent dévalorisé ou quelque chose, forcément l'institution est à plat. Il y a peut-être une différence entre les administratifs et les soignants. Et les ressources technologiques. Non, mais il faut aussi des administratifs. Bien sûr, on peut dire qu'il y a trop d'administratifs, mais il en faut aussi. C'est pas attention au langage un peu simple. On dit il y a trop d'administratifs. Ok, peut-être, mais si on veut enlever de l'administratif, il faut moderniser l'hôpital et donc il faut investir. Donc je suis pas sûr qu'il faille opposer. Juste un point important. Il faut s'occuper de l'offre, mais il faut aussi s'occuper de la demande. Le problème vient que la demande est en train d'être complètement transformée de deux façons. D'abord, avec l'allongement du risque, on passe de risque court. C'est vrai qu'on est dans un risque aigu. Là, c'est assez particulier, l'urgence, d'où le drame. Donc, vous avez des drames humains à la fois côté soignant et côté soigné. Mais en fait, l'essentiel du risque devient chronique. D'accord ? Soit 2/3 des dépenses d'assurance maladie et sur un risque. Donc, il faut organiser ces parcours. Ce qu'on ne fait pas entre l'hôpital et la ville, mais au sein de la ville. Et là, les CPTS, contrairement à ce qu'on pense, ne l'organisent pas. On n'a pas le temps de le voir. Juste un autre... L'autre point... Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce qu'on peut sortir de cette situation ? Très difficile. Cher ami, très difficile. Là, et en une minute, je ne vois pas comment vous le dire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais la balle, je crois sincèrement, mais juste, la balle est dans le camp des élus. Ça doit être un grand débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. On se retourne vers les élus. La balle est dans leur camp. C'est pas dans la. C'est vrai qu'on a l'impression que cette loi aurait pu être le cas, mais ça a été une occasion ratée lors d'Arcos. C'est ce que vous puis la loi HPST a été une énorme bourde. Il faut abroger cette loi parce que elle a opposé tout le monde. L'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Merci à tous les quatre d'être venus parler de cette situation des urgences sur le plateau de Public Sénat. Je vous le disais en titre, première diffusion ce soir de notre nouveau documentaire Sénat en action, consacré aux amoureux du Jardin du Luxembourg, à travers une série de portraits de personnages intimes de ce lieu mythique. Jonathan Dupriez vous invite à la découverte de ce jardin au cœur de Paris. Écoutez un premier témoignage. Regardez si c'est beau, cette tache de couleur. C'est des taches de couleur. Dans tous ces vers qui jouent entre eux, vous voyez, on a un jeu de vers entre eux, et puis des taches de couleur. Chacun retient le morceau dans l'histoire du jardin qui lui convient. On peut dire ça comme ça.
serais curieux de voir ce que les autres personnes que vous avez interrogées diront. Ça m'intéressera beaucoup. On va passer à gauche, là. Vous voyez, toujours des arbres remarquables. Regardez les troncs. Ah, moi j'aime beaucoup les arbres. Ça, c'est une passion chez moi. J'ai une passion pour les arbres, ça c'est indiscutable. Ils nous protègent du ciel. C'est l'intermédiaire entre nous et le ciel, mais ils nous protègent. C'est certain, ça. On va à l'abri sous les arbres, vous voyez. Il nous protège. Voilà, il fait partie de ces amoureux du Luxembourg qu'on va découvrir avec vous, Jonathan Dupriez, ce soir sur notre antenne, à 19h, mais aussi à 23h. Alors, c'est un film de 30 minutes où l'on découvre le jardin du Luxembourg, justement, à travers les yeux des amoureux de ce lieu mythique. Oui, exactement. En fait, on a pris le temps, on s'est posé pendant un mois et on a observé ces intimes en fait du jardin. Donc voilà, ce documentaire, il est vraiment conçu comme une galerie de portraits de tous ces intimes justement du jardin. Évidemment, aux premières loges, on a les jardiniers du Luxembourg, c'est les jardiniers du Sénat. Ce que personne ne sait, c'est que le Sénat administre ce jardin au quotidien. Et donc voilà, ces jardiniers qui sont la crème des jardiniers de la fonction publique nous emmènent dans les serres où sont produites toutes les fleurs du jardin. On fleurit ensuite un parterre avec eux et ils nous emmènent ensuite dans des endroits un petit peu plus secrets comme les vergers par exemple. Alors ce que vous nous montrez aussi, c'est que le jardin est finalement une sorte de microcosme où la vie se met en scène. Oui, le Luxembourg, c'est comme un théâtre à ciel ouvert. C'est un jardin qui vit, qui respire. Et c'est aussi, grâce à son histoire, c'est un jardin qui a 4 siècles, qui a été créé par Marie de Médicis en 1612. Et donc, toutes ces époques, toutes ces s'entassent un peu comme des strates, si on peut dire. Et donc, ça a créé des recoins, des bizarreries, et que tous ces personnages s'approprient au gré de leurs histoires. Et c'est aussi ça qui rend le jardin toujours aussi inspirant. On a par exemple, on passe un moment avec un peintre, un aquarelliste, Bernard Soupre. Donc lui, il est fasciné par les chaises métalliques. Vous savez, ces chaises Luco, les chaises qu'on peut déplacer comme on a envie au jardin. Et ben lui, il les peint depuis une dizaine d'années. Et puis, il invente l'histoire de ces chaises avec beaucoup d'imagination. Et puis il y a aussi tout ce côté familial, ça reste un jardin de quartier, on a tendance parfois à l'oublier, ça n'est pas qu'un monument historique. Et donc on passe un moment avec la concessionnaire des balançoires, donc on voit tous ces enfants qui sont heureux d'être là, qui passent un moment en famille avec leurs parents, leurs grands-parents. Donc finalement c'est un lieu très riche et qui est aussi beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On passe aussi un long moment sur l'architecture avec Bernard Lassus que vous avez pu voir dans cet extrait. Donc lui il nous fait une visite guidée, il nous parle des inventions paysagères. Donc voilà, lieu complexe, symbolique et aussi paradoxal. On peut voir la royauté qui côtoie la République à divers endroits. Donc voilà, ce documentaire, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire et il nous a permis de mieux comprendre l'âme du jardin qui finalement est la grande histoire qui coexiste tout le temps avec ces petites histoires du quotidien. Voilà. C'est à voir à 19h ce soir et à 23h et puis tout au long de l'été sur l'antenne de Public Sénat. Merci à vous, Jonathan Dupriez. Et on continue notre page culture, une fois n'est pas coutume dans cette édition, avec vous, Quentin Calmet, puisque vous revenez des rencontres de la photographie à Arles. C'est un festival qui fête d'ailleurs son 50e anniversaire. Tout à fait, les 50 ans des rencontres de la photo à Arles cette année. Écrire l'histoire de la photo par des expositions et écrire aussi l'histoire de la planète, comme avec cette exposition que je vous propose de découvrir. Ça s'appelle Data Zone. C'est l'une des expositions les plus magistrale cette année à Arles. Ça se trouve dans l'église des Frères Prêcheurs et c'est le travail de Philippe Chancel qui est un photographe qui a bourlingué pendant 15 ans pour ramener ces 14 sites photographiés, 15 ans d'exploration pour, je cite l'exposition, ausculter le monde et observer les symptômes les plus alarmants de son déclin. Des photos d'art, mais aussi qui documentent certaines des pires situations de la planète, la situation sécuritaire à Kaboul, en Afghanistan ou encore les tensions en Cisjordanie. Je vous lis ce qu'écrit le commissaire de l'exposition, Michel Poivert. Il a écrit « Imaginons que nous venons d'une époque ancienne et que Data Zone montre notre avenir. Nous pourrions remercier le photographe de nous avoir avertis
et changer le cours de l'histoire, mais c'est impossible jusqu'à présent. Delphine, je vous montre 4 photos. Regardez cette photo de la Corée du Nord, ces photos impressionnantes par leur graphisme, mais aussi avec une situation alarmante qui est celle du peuple nord-coréen, mais également la pollution au Nigeria, avec cette exploitation effrénée du pétrole. À chaque fois, les photos sont très belles, mais elles décrivent des situations absolument catastrophiques. Et encore, bien Abu Dhabi et ses ouvriers esclaves qui construisent comme cela une ville mirage. Parmi les thèmes de cette exposition de Philippe Chancel, il y a une problématique qui revient, Quentin, c'est celle des migrations et notamment aux frontières de l'Union européenne. Tout à fait. Il est parti, Philippe Chancel, à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, ou encore entre la Grèce et la Macédoine. À la clé, ces images impressionnantes, là encore, d'immenses barrières de barbelés. Un paradoxe fascinant, car ces lignes quasiment infranchissables, eh bien, elles ont été construites là où se tenait avant le rideau de fer du bloc communiste. Sauf qu'il ne s'agit plus d'empêcher les gens de sortir du RSS, mais bien les gens de rentrer en Europe. Effectivement, ce thème de l'immigration était très fort cette année. Oui, présent aussi dans une autre exposition, Quentin, les murs du pouvoir. Les murs du pouvoir, ça se trouve à la Maison des Lys, cet été aussi à Arles. Un répertoire photo des barrières bâties par l'homme à travers l'Europe. Regardez par exemple ces jeunes Africains perchés en haut de barricades à la frontière entre l'Espagne et le Maroc, dans l'enclave de Melilla. C'est une photo qui a été prise en 2014. Voilà, c'est une collection de dizaines de photographes différents qui ont documenté la trentaine de barrières frontalières qui existent en Europe au total. Par exemple, les réfugiés qui font la queue pour s'enregistrer au camp de Moria, sur l'île de Lesbos. Cette photo-là, elle date de 2015. L'exposition, elle recense comme cela les murs qui empêchent de rentrer en Europe. Ça se passe tout le temps en Europe. Mais également, eh bien, ça note d'une ségrégation au sein de la société, comme les Roms qui marchent vers un mur de béton à Michalovce, c'est en Slovaquie orientale, c'est une photo qui date de 2010. Je vous montre une dernière photo également, ce douanier britannique qui inspecte effectivement une barrière à Gibraltar. Donc c'est à voir jusqu'au 22 septembre. Merci infiniment Quentin, merci Jonathan, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain 16h30.